BFM Business. Ça va. Est-ce qu'on est branché en direct? Absolument. Nous sommes passés pas loin d'un accident. Jean-Marc a failli disparaître. Heureusement, tout va bien. On est en direct depuis le pavillon d'Armenonville. On s'occupe de vous, investisseurs particuliers, investisseurs professionnels aussi, puisque vous êtes nombreux à nous entourer aujourd'hui. Et j'en ai deux avec moi. Il s'agit de Brune Ribado-Dumas, qui est directrice des solutions d'investissement de chez Kimpa. Bonjour Brune. Bonjour Vous êtes un des visages et une des voix régulières de Tout pour investir. Et puis vous êtes en duo avec François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier. Bonjour Lorraine. Notre gestionnaire de patrimoine Terra et Patrimoine avec nous pour un petit tour d'horizon d'actu. On profite d'être en direct à un horaire non usuel, puisque normalement Tout pour investir est de 10h à midi. Aujourd'hui, pour vous qui nous écoutez en direct, il est 13h16. Et on s'intéresse à l'actualité chaude et aussi à une tendance ou à des choses que vous surveillez de près, Brune. Le pouvoir de la finance pour changer le monde. On sait la dimension ESG de votre vie d'investisseur, d'investisseuse, Brune. Vous vous arrêtez avec nous sur un manifeste qui pourrait faire changer les choses. Expliquez-nous. Exactement, Lorraine, c'est le manifeste pour une finance régénérative. En fait, ce qui est intéressant et ce qui est inédit, c'est que c'est la première fois qu'on a les acteurs du monde financier qui demandent une réglementation qui va dans le bon sens. Donc d'habitude, on nous impose une réglementation. Aujourd'hui, c'est le monde financier qui se réveille pour demander une nouvelle réglementation. Et en fait, ce manifeste, il est né de la Convention des entreprises pour le climat du monde financier, qui sont 75 entreprises. C'est quoi cette convention? Décrivez-nous un peu. C'est une association qui réunit des entreprises soit du même secteur, soit de la même région en France et à l'étranger, et qui pendant 1 an va accompagner ces entreprises pour les aider à passer d'un monde, d'une économie extractive à un monde régénératif. Et au sein du monde financier, c'était la première qu'ils organisaient l'année dernière. On avait 75 organisations, des banquiers, des fonds d'investissement, des conseils, des family office, qui se réunissaient pendant 1 an et qui allaient travailler sur des sujets pour ensemble changer le monde financier. À eux tous, ils réunissaient 900 milliards d'assets sous gestion. Donc c'est colossal. Ensemble, ils ont voulu créer un projet pour changer le monde financier. Bon, ce manifeste, François-Xavier, vous en avez entendu parler? Oui, forcément. Quel est votre regard dessus? Est-ce que vous pouvez en parler à des clients? Est-ce que c'est des sujets qui arrivent naturellement dans la discussion avec votre clientèle? Alors moi j'ai une clientèle qui forcément est très durable parce que les gens viennent me voir généralement pour parler justement de ces investissements, mais ils n'arrivent pas avec cette technicité-là qui est quand même une question très professionnelle aujourd'hui. Donc c'est plutôt la finance qui parle à la finance aujourd'hui quand même sur ces sujets-là. Moi les clients aujourd'hui ils arrivent et ils me disent ce que je veux c'est privilégier la biodiversité, préserver la biodiversité, lutter contre les gaz à effet de serre, c'est financer l'agriculture durable, c'est privilégier l'accès à l'emploi, au logement. Et en fait, nous, c'est ça qu'on doit traduire dans une allocation, dans des investissements, dans une stratégie pour des clients. Brune, ce manifeste, pourquoi, pardon de vous le dire comme ça, vous connaissez ma sévérité vis-à-vis des labels ISR, vis-à-vis des tampons ESG. Comment on peut croire qu'un manifeste peut changer les choses sans bullshit? C'est une très bonne question. Et en fait, ce manifeste, il est arrivé la semaine dernière au Sénat. Et le manifeste, il donne 2 mesures principales à faire pour faire changer les choses. C'est des mesures simples et qui sont faciles à adapter. C'est à travers des amendements. Ce n'est pas des lois qui doivent passer. C'est vraiment le Sénat qui peut agir pour faire passer des amendements sur le projet de loi de finances avec des avantages fiscaux, notamment, tout simplement, des avantages fiscaux pour investir dans des investissements régénératifs plutôt que des investissements fossiles, des investissements carbonés. Donnez-nous une définition de régénératif. Alors, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, comme vous disiez, il y a plein de labels qui existent et en fait, en fonction du type d'actif, ça ne va pas être la même chose. Par exemple, sur les grosses entreprises, on peut utiliser la taxonomie européenne en utilisant toutes les données de la CSRD qu'on va avoir pour affiner la taxonomie européenne, pour repérer les entreprises qui sont dites vertes, des entreprises qui sont plutôt brunes. Sur les fonds d'investissement, on peut utiliser la classification, par exemple, de l'article 9. C'est une parmi d'autres. Et sur les startups, nous, ce qu'on utilise chez Kimpa, il y a plein d'organisations qui utilisent des systèmes différents. Mais il y a, par exemple, le mouvement Impact France qui a calculé ce Impact Score qui permet de mesurer si un investissement est plutôt régénératif ou plutôt brun. On le voit quand même, notamment avec les variations du cours du pétrole. Aujourd'hui, investir dans le pétrole, c'est considéré comme un investissement peu risqué. Le souci, c'est que le pétrole, selon son niveau,
en fait, on n'a jamais parlé autant de transition énergétique que quand le pétrole était à 130, à 140 $. Et en fait, un pétrole qui baisse, c'est finalement quelque chose qui est presque mauvais pour les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables sont une bonne alternative et deviennent d'autant plus compétitives lorsque le pétrole est élevé. Donc aujourd'hui, oui, investir dans le pétrole, c'est facile, c'est une rente. Il faudrait qu'on arrive à créer la rente aujourd'hui sur les énergies renouvelables, durables. Et on voit, ça mobilise énormément aujourd'hui de capitaux, parce que ce sont des investissements structurels, c'est de l'infrastructure. Et quand on rentre sur l'infrastructure, on rentre sur des milliards à déployer et sur des périodes extrêmement longues. Et on le voit, c'est pas compatible avec la bourse généralement. Par contre, c'est très compatible avec le non-coté et l'univers du non-coté. Et oui, on en revient toujours au même, c'est cette notion de long terme. À l'instant, Jean-Marc Daniel nous disait, ce n'était pas un conseil en investissement, c'était un conseil d'économiste. Il fallait miser, regarder de près sur les entreprises qui vont a priori donner le là au monde, c'est-à-dire des entreprises basées en Inde, au Bangladesh, mais aussi voilà, dans ce continent, dans ce sous-continent indien. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que cette économie régénérative, comme vous employez ce terme, Brune, puisse avoir des rendements à pas trop long terme suffisamment intéressants pour que les gens s'y intéressent? D'abord par intérêt financier. Par intérêt financier, parce qu'en fait, pour deux raisons. La première, dans le manifeste. Avant 2050. C'était la date fixée par Jean-Marc. Ouais. Exactement. C'est qu'en fait, dans le manifeste, les mesures fiscales qu'on veut appliquer, cette activation du levier fiscal, c'est pour faire changer les comportements, et on sait qu'on le fera passer par un aspect financier. Et en fait, on va avantager la rentabilité des investissements verts en faisant baisser, par exemple, les taxes sur les plus-values à la sortie, et on va pénaliser les investissements bruns. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on va financer cet amendement. Et donc, en fait, l'investissement vert va être, si ce n'est plus, rentable que l'investissement brun, et le levier fiscal permet d'harmoniser ça. François-Xavier, les Français n'aiment pas payer d'impôts, donc si jamais on leur dit vous avez un avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie, vous ne pouvez que stimuler l'investissement plutôt que d'aller financer, alors je ne vais pas taper sur l'immobilier, mais plutôt que d'aller financer certaines choses qui ont un impact assez limité. Aujourd'hui, il y a des choses formidables, que ce soit dans les énergies renouvelables. Il faut s'intéresser à tout ce qui est les ESUS aussi, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, où aujourd'hui, vous avez 25% de crédit d'impôt si vous investissez. Et ça, c'est un très bon guide. Vous savez que quand vous êtes dans une ESUS, vous êtes sur une société où vous aurez de l'impact social et environnemental. C'est ce que vous nous dites, Brune, en fait. C'est des incitations fiscales qui peuvent débloquer la situation. Exactement, parce que justement, ça réaligne la rentabilité de ces investissements, et effectivement, l'aspect fiscal permet de changer les comportements aujourd'hui. Après, sur les business de demain, en fait, on sait que des business qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux, ce sont les macro-tendances business de demain. Se loger, se nourrir, se transporter d'un endroit A à un endroit B, se chauffer, tous ces sujets-là, en fait, si on ne prend pas la teneur environnementale et sociale derrière, le business n'existera pas dans 10 ans. En parlant de business qui n'existeront peut-être pas dans 10 ans, nous allons nous arrêter quelques minutes sur l'investissement dans les startups. Sujet évidemment qu'on suit régulièrement au quotidien sur notre antenne BFM Business, mais peut-être prenons l'occasion de cet événement pour prendre un petit peu de recul. 2024 a été, pour dire le moins, une année compliquée pour les startups françaises, mais aussi européennes. Brune, petit exercice de résumer-nous la situation. Oui, effectivement, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours, c'est le rapport du fonds de venture capital Atomico, qui est un rapport qui met en lumière l'évolution du secteur des startups et notamment de la tech dans l'écosystème européen. Et effectivement, Lorraine, si on regarde uniquement l'année 2024, ça fait peur. L'année 2024 par rapport à l'année précédente, ou surtout les 2 années, on dit des années folles, de 2021-2022, ça fait peur parce qu'il y a moins de sorties d'investissement et il y a moins de levées de fonds. Mais nous, ce qu'on demande de faire, c'est de regarder le verre à moitié plein, c'est de regarder l'évolution à long terme. Et effectivement, le long terme, c'est ce qu'il faut regarder. Et ce qu'on a vu, c'est que par rapport à il y a 10 ans, donc en 2015, aujourd'hui en 2024, fin 2024, il y a 4 fois plus de start-up dans l'Europe. Donc en fait, l'Europe est en train de prendre cette place pour innover et pour développer des startups qui avant étaient plutôt réservées des États-Unis. Et en termes d'investissement sur la dernière décennie, on voit aussi dans ce rapport qu'on a investi 10 fois plus que la décennie précédente. Donc on dit toujours que l'Europe est en train de vieillir, que l'Europe est plus lente que les États-Unis, mais en fait elle est en train de prendre sa place dans le secteur de l'innovation et notamment sur les sujets environnementaux et sociaux où elle est bien plus avancée et bien plus à la pointe de la modernité. François-Xavier, vous êtes un peu notre CGP, porte-parole de tous les CGP qui seront ici aujourd'hui. Le sujet de l'investissement dans les startups, il prend quelle forme dans vos discussions avec les gens dont vous gérez l'argent ? Alors, c'est généralement des entrepreneurs
Parce que la start-up, c'est des entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs. Mmh. Donc, très souvent, quand on a quelqu'un qui cède sa société, qui a été chef d'entreprise, la première chose qu'il dit, c'est « moi, je suis prudent, j'ai gagné mon argent ». Mais en fait, quand on commence à discuter, ils disent non, en fait, je suis prêt à prendre un risque que je comprends, ce qui est extrêmement différent. Et c'est là où on arrive à dire. Qui est d'ailleurs le premier conseil en investissement, non? Absolument, absolument. Et en fait, on arrive du coup à un moment à faire une allocation, à faire des choses prudentes, on va faire de l'immobilier, on va faire du financier, et on va déployer progressivement une stratégie. Et à un moment, quand on est sur la stratégie quasiment la plus offensive, on va pouvoir aller vers la start-up. Et on va pouvoir mettre une part de start-up. Alors après, c'est une discussion qu'on avait avec Brune juste avant de prendre l'antenne. Ça dépend aussi de la taille, bien évidemment, du patrimoine de l'investisseur. Quand on a quelqu'un qui a quelques millions d'euros de patrimoine financier, on va plutôt passer par des fonds pour aller dans les start-up parce qu'il faut vraiment diversifier. Quand vous avez de la start-up, vous savez que vous allez avoir des taux de mortalité qui sont élevés. Donc, alors attendez, dites-nous ça dans des termes un peu moins anxiogènes pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément investis déjà en start-up. Ça veut dire quoi un taux de mortalité? Un taux de mortalité élevé, ça veut dire que quand vous avez un portefeuille start-up que vous faites vous-même, si jamais vous investissez dans 40 start-up, il ne faut pas être surpris si vous en avez 20 qui disparaissent. Ouais, donc d'où le deuxième conseil que vous donnez, c'est diversifier ses investissements et trouver 40 start-up dans lesquelles miser, quoi. Voilà, c'est ça qui est. D'ailleurs, on en avait fait un sujet une fois tous les deux, je me souviens. C'était l'idée de attention, si jamais quelqu'un de votre famille monte une start-up, est-ce qu'il faut investir dedans? Oui, bien évidemment. C'est mieux si 40 personnes de votre famille montent une start-up. Voilà. Si jamais vous mettez 1000 euros dedans, essayez de trouver 39 000 euros à mettre avec 1000 tickets à côté également, parce qu'effectivement, il y a des taux de mortalité qui sont élevés. Alors, il y a des moyens de faire baisser ces taux de mortalité, bien évidemment. Il faut notamment aller, si possible, vers des sociétés, donc vers des fonds d'investissement, parce que généralement, les fonds d'investissement sont quand même très sélectifs, et vers des incubateurs. Quand vous êtes dans des sociétés qui sont dans des incubateurs, dans des sociétés qui ont des fonds d'investissement qui sont passés avant, c'est quand même là que vous aurez le taux de mortalité le plus faible. Quand ça finit sur les plateformes de crowdfunding, c'est généralement que les fonds ont dit non, que les business angels ont dit non, que les family office ont dit non. C'est pas forcément les meilleurs qui restent derrière. Bon, vous le savez, un des mots qui a animé beaucoup de conversations, que ce soit en famille ou à l'intérieur des boards ou entre investisseurs professionnels, c'est l'intelligence artificielle, cette expression intelligence artificielle. Je vous précise que tout à l'heure, vers 17h10, je serai avec Benoît Grossman, qui est le senior managing partner de chez Euraseo, en charge de tout ce qui est venture. C'est un spécialiste de l'investissement, c'est aussi un spécialiste de l'IA. Avec lui, tout à l'heure, on réfléchira justement dans la tête et aussi dans le portefeuille d'un investisseur en intelligence artificielle, la bonne méthodologie à appliquer, les spécificités de l'investissement dans les entreprises de l'IA, un petit peu de pédagogie et de méthodologie pour nous aiguiller. Il y a quand même quelque chose qu'on constate, et peut-être qu'on y a participé, nous, médias économiques, il y a eu quand même pas mal de start-up bashing au cours des, on va dire, 18 derniers mois. Beaucoup de gens, quand même, se sont un peu, pas réjouis, le terme est exagéré, mais quand même, on regardait avec un petit peu de satisfaction les difficultés, l'hiver dans lequel beaucoup de startups sont rentrées, c'est-à-dire des difficultés à lever des financements. On rappelle, une startup crame du cash jusqu'à ce qu'elle en gagne, donc ça implique de lever des fonds. Les levées de fonds se sont calmées. Beaucoup de gens ont dit, ah, vous voyez, ça se calme, ça veut bien dire que ces entreprises n'ont pas de business model, n'ont pas de pérennité. Comment on en sort de ce startup bashing, Brune? En fait, c'est en essayant de réfléchir à l'envers, c'est de se dire peut-être qu'on a eu des années un peu folles avant et qu'on revient à quelque chose de plutôt normal et de plutôt sain. Aujourd'hui, il reste des très très bons dossiers. Et en fait, il ne reste que les bons dossiers. Les dossiers qui ne sont pas bons. Un peu de darwinisme. Il y a un peu de darwinisme. Effectivement, il reste les bons dossiers qui ont un business model qui a du sens, qui en général, pour la plupart, prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux, parce qu'aujourd'hui, un business qui prend pas ça en compte, il sera plus là demain, et qui va pas justement cramer que du cash, qui va essayer d'avoir un business model rentable dans les prochaines années. C'est normal les premières années de pas l'être, et on a besoin du cash, des business angels, des investisseurs, des family office et des fonds pour faire ça. Mais en fait, il faut avoir un business model qui va tenir la route sur le long terme. François-Xavier, le mot de la fin là-dessus. Le mot de la fin, diversifier, aller vers des acteurs desquels vous avez l'habitude, enfin, qui ont un beau track record. Ça ne veut pas dire que le track record passé est forcément bon. Aujourd'hui, il y a dans le marché quelque chose qui peut permettre, on sent que quand même c'est en train de repartir, c'est-à-dire qu'on voit les embauches qui sont en train de repartir, on sait qu'il y a ce qu'on appelle de la dry powder, donc la poudre sèche qui est prête à redémarrer, il y a énormément de cash aujourd'hui. Le dry powder, c'est une expression technique pour dire c'est l'argent que les fonds ont levé en fait. Ont levé mais n'ont pas encore investi. Et en fait aujourd'hui on a un record. Donc ça pèse sur la performance, puisque ce n'est pas investi, donc ça pèse sur la performance du fonds. Par contre, ça peut avoir un côté assez explosif, comme son nom l'indique, si jamais à un moment c'est investi. En tout cas, aujourd'hui,
on a des discussions au Sénat, à l'Assemblée nationale, il faut maintenir les avantages fiscaux qu'il y a et les subventions qu'il peut y avoir et tout cet écosystème qui a été créé au cours des 10 dernières années, les JEI, donc les jeunes entreprises innovantes, et tout cet argent qui a été poussé, qui a créé énormément d'emplois. Aujourd'hui, on est en train éventuellement de parler de les supprimer. Ça serait absolument une catastrophe. Je crois que vous recevez Paul Midi tout à l'heure, qui est un député qui est en pointe sur ce sujet-là. Je pense qu'il doit être écouté et qu'il faut continuer à promouvoir ces entreprises qui sont vraiment la France de demain et les emplois de demain. Mais oui, je vais vous embaucher, François-Xavier. Vous faites ce qu'on appelle un teasing à la télé. Effectivement, on sera sur les coups de 19h, 19h10 avec Paul Midi, le député que vous connaissez sans doute si vous êtes un professionnel de l'investissement, puisqu'il est à l'origine de divers dispositifs fiscaux qui permettent de flécher l'épargne, mais aussi l'investissement des Français vers ces entreprises qui innovent, que ce soit des start-up, puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais aussi simplement PME et aussi entreprises de taille intermédiaire. L'impact aussi de l'instabilité fiscale sur ce fléchage, on en parlera avec Paul Midi et toute une kyrielle d'invités. Vous aimez être contrariant, mon cher François-Xavier. On va toucher un tout petit mot des SCPI. Alors bon, vous le savez, les SCPI ont aussi traversé un petit hiver, comme on dit. Néanmoins, de nouvelles SCPI se sont lancées en 2024, et je sais que nos auditeurs fidèles ont toujours des questions à nous poser sur les SCPI. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette actualité, ces innovations, ces nouvelles SCI qui se sont lancées? Alors, les SCPI, finalement, c'est comme les startups, c'est-à-dire qu'elles sortent aujourd'hui effectivement d'un hiver parce qu'en fait, il y a eu cette hausse des taux d'intérêt. Et la hausse des taux d'intérêt a redonné une valeur à l'argent. C'est-à-dire qu'on a eu pendant des années ce qu'on appelait le TINA, le There is no alternative. C'est-à-dire que soit on achetait de l'action, soit on avait finalement pas de rentabilité. En fait, on avait du cash et on avait même un rendement négatif. On a eu ces obligations qui avaient l'État qui empruntait à taux négatifs, etc., etc. Et en fait, lorsqu'il y a eu cette hausse des taux, forcément, des actifs, notamment comme l'immobilier, qui ont beaucoup profité de cette période de taux bas, les startups, qui certaines ont levé de l'argent alors qu'elles n'auraient pas dû, ont vu leur valorisation baisser. Et on a vu notamment les SCPI, notamment celles qui sont très investies sur les bureaux parisiens, qui ont vu des baisses extrêmement importantes. Beaucoup d'SCPI bancaires, certaines SCPI d'indépendants ont eu des baisses aujourd'hui qui sont de l'ordre de 30 à 40%. Donc il y a à peu près, de mémoire, ça doit être 20% en nombre de SCPI, 40% du marché qui ont connu des baisses. Et effectivement, aujourd'hui, on a une collecte qui est très faible par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et pourtant, les SCPI qui collectent aujourd'hui, collectent dans un moment, c'est les soldes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles peuvent acheter à moins 40 sur des actifs où aujourd'hui, on peut faire de la dette et sur lequel, en fait, on est en train de préparer les plus-values de demain. Donc, une SCPI qui collecte aujourd'hui, c'est formidable. Là où j'ai un très très gros coup de gueule à passer et que je trouve ça absolument insupportable, c'est que des SCPI, c'est un mécanisme qui existe depuis plus de 40 ans. Et donc, il y a des investisseurs qui sont là depuis 20, 30, 40 ans certaines fois. Les SCPI aujourd'hui... Dans vos clients, il y a des clients qui sont investis depuis 40 ans dans la même SCPI? Alors, mon cabinet n'a pas 40 ans, donc c'est la difficulté que j'ai. Mais j'ai des clients, par contre, cette question à d'autres gestionnaires, on verra. Par contre, j'ai des clients qui ont effectivement des SCPI, notamment qu'ils ont hérité de leurs parents, bien sûr, qui ont été achetés il y a 30, 40 ans. Et ça, par contre, c'est réellement le cas. Sauf qu'aujourd'hui, si jamais ils veulent les vendre, il n'y a pas de liquidité. Pourquoi? Parce que quand on a de la moins-value, les gens veulent vendre, ce qui est un mauvais réflexe, mais il y a de la moins-value, donc les gens veulent vendre. Les gens veulent vendre dans un moment où c'est la crise, donc ça attire de la moins-value. Et là, il y a un cercle vicieux qui est extrêmement compliqué à contrebalancer. Exactement l'inverse sur le cercle vertueux, celle qui collecte aujourd'hui. Et ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a 15 SCPI qui se sont lancés en 2024, dont certaines qui ont été lancées par des gestionnaires dont les SCPI sont tankés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre expression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer. Aujourd'hui, vous demandez à retirer votre argent, c'est non. On vous dit c'est non, ou alors c'est 10 ans, c'est 15 ans, bref, il n'y a pas de visibilité sur la SCPI. Par contre, aujourd'hui, elles disent, allez, on lance un petit ersatz, quelque chose qui ressemble. Allez, on va faire un peu plus d'Europe, un peu plus de durabilité, voilà, un petit coup de greenwashing comme on l'aime en passant. Et puis à côté de ça, du coup, ils relancent la collecte. Sauf qu'à côté de ça, ils abandonnent les anciens investisseurs et ça, je trouve ça insupportable. Le coup de gueule de François-Xavier Soeur, vous qui nous suivez au direct, François-Xavier a toujours un coup de gueule à passer. Brune, notamment sur ce greenwashing là. Exactement ce que vous disiez. Moi, je vous invite justement à regarder d'autres critères que uniquement est-ce que c'est facile de rentrer, de sortir et le track record historique. Regardez comment ils traitent les sujets environnementaux et sociaux. Ça fait un très très bon tri effectivement parce qu'il y a beaucoup de greenwashing. Donc bien se faire accompagner là-dessus, mais penser qu'on peut faire de l'immobilier avec un impact positif sur la planète ou la société, c'est possible aussi. Bon, autre sujet clivant, on va accueillir un autre invité pour finir cette émission spéciale. C'est Nicolas Louvet, le patron de Coinbase. Car vous le savez sans doute, il y a plus d'investisseurs en crypto en France que d'investisseurs en actions.
Une réaction, François-Xavier, sur ces déséquilibres. Le chauffeur de juge taxi être un déséquilibre. avec qui je suis venu et qui m'a promis d'écouter l'émission, je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Et on le salue, s'il se reconnaît. On le salue, m'a parlé en fait quand je lui ai dit quand je venais sur BFM Business, il m'a demandé pourquoi je venais ici et il m'a dit ah mais moi j'ai mon compte, j'ai Binance, j'ai acheté telle chose, etc. Donc effectivement aujourd'hui il y a énormément de monde qui a de la crypto et en fait quand on achète de la crypto, je crois qu'il y a à peu près 12% des Français qui en ont. Absolument, on estime à 6,5 millions. Voilà, et je crois qu'il y a que 6 à 7% des Français qui ont des actions en direct. Alors, ça dépend des chiffres, mais oui, l'AMF dit autour de 7% de la population française. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de monde qui parle de crypto. Je suis assez inquiet, moi, de la généralisation aujourd'hui avec beaucoup de monde qui investit dedans. Je trouve que c'est commercialisé d'une façon trop large et avec des pubs qui aujourd'hui sont trop agressives. Voilà, c'est mon avis. Qui n'a pas à être partagé. Je sais que j'ai des confrères qui investissent massivement sur la crypto. C'est pas ma position, d'autant plus que je suis un cabinet qui forcément fait de la durabilité et que pour moi aujourd'hui les deux ne sont pas compatibles. Ça c'est un fait. Pour l'instant, crypto et durabilité sont deux univers qui s'opposent. Brune, pour finir. Alors nous, ça fait partie du patrimoine de certains de nos clients, c'est inévitable, c'est pas la partie majoritaire, mais par contre, nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on peut le faire plus ou moins avec de l'impact. C'est-à-dire qu'il y a des cryptos qui sont plus énergivores que d'autres, donc ça vaut le coup de regarder aussi cet aspect-là. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On va accueillir justement Nicolas Louvet. Je vous invite à rester avec nous si vous voulez, Brune et François-Xavier. Nicolas Louvet, le patron de Coinbase, une des incarnations du leadership qu'on aimerait continuer à avoir dans ce domaine parce que évidemment il y a les cryptos, mais il y a aussi bien sûr le Web 3 et tout ce que l'infrastructure Web 3 pourra offrir au monde financier et donc ultimement peut-être aux épargnants et aux investisseurs. On va voir ça dans quelques secondes. À tout de suite. Tout pour investir, l'événement sur BFM Business. Parce que c'est moi qui n'ai pas le Coinbase.